De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, un invité nous a rejoint. Il s'agit de Jean-Baptiste Natama. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle au Burkina Faso. Bienvenue. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomou et Samuel Gambok. Tout de suite, le dossier du jour. La création des zones franches industrielles fait partie des mesures des États africains dans leur stratégie d'industrialisation. Mais sur le continent, les modèles de zones franches diffèrent. Si pour certains pays, le succès est au rendez-vous, d'autres ont du mal à attirer les investisseurs. Focus sur les cas du Togo et du Gabon avec nos correspondants Emefa Kofi et Douglas Toutoum. La mise en place du système des zones franches industrielles au sein de plusieurs États africains, notamment ceux au sud du Sahara, répond à la vague de délocalisation de la production industrielle. L'idée est d'attirer les investisseurs étrangers et créer davantage de richesses. Le continent africain a édifié sa première zone franche industrielle au Libéria en 1948. L'île Maurice a également fait de ce modèle d'industrialisation la base de sa stratégie économique. Mais ce n'est que dans les années 1990 que le système des zones franches s'est véritablement étendu à l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas du Togo qui a lancé sa première zone franche d'exportation en 1991. Mais déjà, la loi 89-14 du 18 septembre 1984 permettait aux entreprises de s'implanter soit dans le cadre des zones franches portuaires ou aéroportuaires, soit dans celui des zones franches de transformation pour l'exploitation, soit encore sous forme de points francs. Aujourd'hui, le pays dispose de 4 zones franches d'exportation et une quarantaine de points francs. La société d'administration de la zone franche a été mise en place pour encadrer ces sociétés désireuses de produits pour l'exportation. Aujourd'hui, la zone franche togolaise compte 64 entreprises en activité et 23 entreprises en cours d'installation, c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà agréées, mais qui ne sont pas encore opérationnelles, qui se préparent. La loi est faite de manière à ce que ces entreprises, à partir d'un moment donné, payent des impôts à l'État. Et grosso modo, je peux dire, au cours des 10 dernières années, nous avons généré plus de 50 milliards de recettes pour l'État. Et ce n'est pas rien, mais l'objectif, ce n'est pas cela. Les exonérations fiscales et autres avantages accordés aux entreprises étrangères de la zone franche ont créé une sorte de concurrence face aux produits locaux. Mais pour les responsables de la zone franche togolaise, l'objectif principal de l'État est de créer des emplois. En 2015, plus de 15 000 emplois ont été enregistrés. La création d'emplois au niveau de la zone franche a été progressive et continuelle. Nous avons commencé avec à peine 500 emplois dans les années 91 pour être aujourd'hui à plus de 15 000 emplois. Pour les Togolais, ce n'est pas des emplois de très haut niveau pour le moment, mais nous avons fixé un certain nombre de seuils. Et nous avons demandé à ces entreprises de respecter scrupuleusement le SMIC. Le SMIC officiel au Togo, c'est 35 000 francs CFA par mois pour les travailleurs mensualisés. Pour certains économistes, la zone franche n'est pas suffisamment mise à contribution pour dynamiser l'économie nationale. Les entreprises installées au Togo contribuent peu à la densification du tissu économique. On est passé de 51% du chiffre d'affaires en 2001 à 36% en 2008, puis à moins de 15% à nos jours, et contre une moyenne de 40% au niveau mondial. Donc nous pensons que cet élément peut déjà justifier que la zone franche n'a pas participé de manière efficiente ou efficace, n'est-ce pas, à la contribution de l'économie togolaise. Au Togo, comme au Gabon, les opérateurs économiques des zones franches bénéficient de certaines exonérations fiscales pour une durée précise. On peut noter la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée. Notre installation a été effectivement guidée par les opportunités que nous offrait la zone économique d'un coq. Déjà au niveau de la réglementation concernant la facilité sur les exportations qui sont gratuites, il n'y a pas de TVA, et des facilités au niveau des visas d'entrée, au niveau des contrats de travail expatriés et l'environnement également des affaires au niveau du Gabon. C'est tous ces aspects qui nous ont excités à venir au Gabon. Aujourd'hui, le système classique des zones franches ne semble plus être d'actualité. Afin de s'inscrire dans une nouvelle dynamique, le gouvernement a ciblé des secteurs dont les produits sont à même de faire l'objet de concurrence à l'international. Donc au Gabon, 3 zones économiques à régime privilégié. Donc, la première, c'est une zone qui serait implantée à Franceville, donc dans une zone
agricole, entre autres, qui seraient spécialisées dans le secteur agro-industriel. La seconde, elle est installée à l'île Mandji, donc dans notre capitale économique, Port-Gentil, qui, elle, serait concentrée sur le secteur pétrochimique. Puis la troisième, et pas des moindres, installée en Coque, à une trentaine de kilomètres de la capitale nationale gabonaise, qui, elle, a un caractère multisectoriel. Aujourd'hui, pour faire un bilan, il s'agit d'une zone totalement fonctionnelle qui accueille des opérateurs dont certains sont déjà en production. Quant à la zone de l'île Mandji, elle est en train d'être mise en place avec quelques travaux d'aménagement et moins d'opérateurs qui sont en train de s'installer. Et la zone de Franceville, elle, n'a pas encore démarré. Au-delà des efforts du gouvernement, les zones économiques doivent répondre aux besoins du marché national, régional et international. Un projet qui prend véritablement forme en coque avec une des concrétisations de l'idéal du Gabon vert et du Gabon industriel, pilier du projet économique du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Les zones économiques spéciales sont, je le disais tout à l'heure, servent de catalyseur à cette industrialisation, donc d'accélérateur à cette industrialisation. Parce qu'il s'agit de zones géographiques dans lesquelles des avantages fiscalo-douaniers hors du domaine de la loi commune sont consentis pour rendre ces industries davantage compétitives. Ces zones économiques sont généralement mises en place pour l'exportation, donc ont un caractère d'exportation. Alors, on voudrait que les industries qui s'implantent et qui doivent mettre leurs produits sur le marché international soient compétitifs. Et en ce sens, oui, ces zones ont un rôle extrêmement important dans la stratégie d'industrialisation de nos pays. 63 entreprises à ce jour ont confirmé leur implantation dans la zone économique d'Uncock, dont une quarantaine dans le secteur industriel, avec l'industrie du bois et la métallurgie, entre autres. Actuellement, 8 entreprises seulement sont en activité en coque. Mais pour la population et les spécialistes de l'économie, les attentes sont nombreuses. Ce que j'attends de ces zones, c'est que nous puissions réduire notre fracture en matière de production, de transformation, en matière d'exportation, du rapport exportation-importation, pour que véritablement le Gabon puisse créer de la richesse nationale qui puisse répondre aux besoins des nationaux. Sur le terrain, les premiers pas de l'industrialisation et des produits made in Gabon font déjà la fierté des citoyens. Ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, on essaie de recycler notre propre matériel, la matière première bien sûr, dans notre propre pays. Les zones économiques spéciales sont des projets exemplaires pour la transformation locale à valeur ajoutée. Les Africains l'ont bien compris et plusieurs États en disposent désormais. Au Gabon, la principale zone, c'est-à-dire Nkok, s'établit sur une superficie de 1126 hectares. Et actuellement, seuls 400 sont valorisés. Elle présente désormais plusieurs kilomètres de routes bitumées de 2, 4 et 6 voies. On signale aussi la présence d'un guichet unique visant la facilitation des démarches et procédures d'implantation dans cet espace. De même, tout a été mis en œuvre pour éviter le déficit en énergie. Le Togo, quant à lui, dispose de 4 zones franches d'exportation et une quarantaine de points francs. Tout ceci montre que ces deux pays issus de 2 régions différentes sont résolument décidés à amorcer une dynamique d'industrialisation. Jean-Baptiste Natama, que vous inspirent ces zones franches en Afrique ? Je pense que ces zones franches ou zones économiques spéciales sont les bienvenues dans la mesure où ça indique un début d'industrialisation du continent africain parce que, comme vous savez, notre économie est restée longtemps extravertie et exportatrice de ressources naturelles et de matières premières. Donc, il est tout à fait indiqué que si l'Afrique veut gagner son combat économique, elle doit travailler à son industrialisation. Et donc, ces zones économiques spéciales contribuent, de mon point de vue, à asseoir les fondements ou les bases d'une industrialisation du continent. Samuel, ces zones franches, elles n'ont que des avantages ? Non, je ne pense pas qu'elles n'aient que des avantages. Elles ont aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est le tissu économique national, si ce dernier n'est pas préparé à accueillir la compétition et si surtout les pouvoirs centraux n'organisent pas cette compétition de telle sorte que les règles du jeu puissent protéger d'abord les petites et moyennes entreprises
locales qui, elles, n'ont pas la capacité à rivaliser avec de plus gros poids, qui viennent avec une technologie de pointe, qui viennent avec des moyens de financement colossaux. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il y a un juste équilibre à établir. Et il revient à l'État d'établir ce juste équilibre. Il y a des avantages, bien évidemment, qui permettent de lancer le processus ou de renforcer le processus d'industrialisation, comme monsieur le disait il y a un instant. Malheureusement, c'est toujours une bonne chose, mais ce qu'on peut regretter, c'est que le continent n'ait pas pu développer cette politique d'industrialisation un peu plus tôt, c'est-à-dire dans les années 80. Il y a eu un début d'industrialisation dans les années 70-80, mais on a observé que la conjoncture économique a littéralement fragilisé ces acquis-là. Et donc aujourd'hui, on est dans certains pays obligés de repartir à la case de départ, comme on l'a observé au Togo. Et dans ce cas précisément, on ne peut pas très rapidement observer les avantages comparatifs que peuvent apporter ces zones franches. Mais il faudrait peut-être que l'État puisse y participer de façon régulière, de façon rigoureuse, de telle sorte que au moins une appropriation de l'industrie légère, puisqu'on parle là de l'industrie légère, on n'est pas encore à l'heure de l'industrialisation lourde qui, elle, permet de construire des machines, des robots, mais on veut une industrialisation pour le moment de consommation, l'industrie textile. Ce sont là des moyens qui sont encore accessibles aux pays du continent. Jean-Marie, alors justement, comment expliquer que les entreprises qui sont installées dans ces zones franches en Afrique contribuent peu à la densification du tissu économique national ? C'est tout simplement lié au fait que quand vous créez un environnement économique, cet environnement économique là, c'est quelque chose de dynamique. Bon, dans les reportages que nous avons vus, on nous a signalé que bon, ça fait depuis quelques décennies que les zones franches ont essayé de s'installer dans les économies africaines. Mais malheureusement, bon, comme Samuel le disait tout à l'heure, dans les années 80, bon, ça a été stoppé tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de programmes d'ajustement structurel qui sont intervenus et que, de mon point de vue, c'est-à-dire bon, la spécialisation qui était mise en place n'était pas une spécialisation efficiente de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que les pays africains se sont tournés vers la construction d'usines, si vous voulez, dans ces zones franches, hein, des usines qui ne servaient pas trop, si vous voulez, à la population locale. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez ces usines-là qui, la plupart du temps, sont destinées à l'exportation. Et la concurrence dont parlait Samuel là tout à l'heure, c'est quelque chose de très très important. Quand on construit, si vous voulez, les zones franches, il faut insister sur la nécessité de la filiérisation, c'est-à-dire il faut construire des filières économiques au sein de nos économies. Donc à partir de là, il faut faire un arbitrage entre ce qui va à l'exportation et ce qui peut être vendu. Moi, de mon point de vue, vendre les produits dans une zone franche, c'est fausser la concurrence, si vous voulez, sur les marchés. Tout simplement, pourquoi? Parce que les entreprises qui sont installées dans la zone franche bénéficient d'avantages qui sont des avantages fiscaux, qui sont des avantages de toute nature. Ce qui fait que, de l'autre côté, comme justement, je suis d'accord avec Samuel là-dessus, on affaiblit, si vous voulez, le développement de l'industrie au niveau interne. Et on oublie toujours une chose, quand on crée une zone franche, elle doit avoir une destination bien propre. Sinon, on va, si vous voulez, à l'encontre, en fait, c'est-à-dire on va atteindre les objectifs qui sont contraires par rapport aux objectifs qui ont été initiés à la base. Donc, à partir de là, il conviendrait, c'est-à-dire, si on veut créer des zones franches en Afrique, elles vont créer de l'emploi, je suis d'accord, hein, à ce niveau-là. Mais il y a un point qui est important, dont Samuel a souligné tout à l'heure, c'est l'appropriation technologique, si vous voulez, de toutes les techniques qui sont installées en zone franche. Mais comment l'État procède derrière? C'est-à-dire, c'est pas tout simplement se dire qu'on met une zone franche en place, mais quelles sont les finalités qu'on assigne à cette zone franche-là? Parce qu'il ne faut pas oublier ce que vous avez la notion de péréquation du territoire, qui va en sorte que le territoire se développe de manière harmonieuse, qu'on n'ait pas des zones, si vous voulez, des zones qui sont hyper riches et des zones qui sont hyper pauvres. Donc à partir de là, il faudrait faire attention. C'est un instrument, un outil de développement de nos économies africaines, mais il faudrait mettre en place, si vous voulez, des stratégies qui sont adaptées à nos économies. Et M. Natama a parlé tout à l'heure d'extraversion de nos économies. Il ne faudrait pas qu'on accélère ça en extravertissant trop nos économies. Donc, il faut bien créer ces zones franches-là qui créent, si vous voulez, de l'emploi,
qui occupent une main-d'œuvre relativement conséquente en Afrique, mais pensez au développement du reste du territoire. Jean-Baptiste Natama, les zones franches africaines sont encore peu attractives pour l'instant. D'après vous, pourquoi attirent-elles moins les investisseurs que les zones franches asiatiques, par exemple? Je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent cela, notamment des questions liées à la gouvernance, parce que vous savez que pour que les entreprises aient envie de s'installer dans un pays, il faut qu'il y ait un état de droit qui fonctionne correctement, que le système de gouvernance soit transparent et que des phénomènes comme la corruption n'existent pas, ou en tout cas soient minimisés. Et ensuite, il faut se dire qu'il y a aussi la ressource humaine. C'est vrai qu'en Afrique, on a les ressources naturelles, on a la matière première apportée, mais les ressources humaines ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus disponible dans notre environnement. Ensuite, il y a également les limites liées aux infrastructures. Parce que s'il n'y a pas d'infrastructure de soutien à l'économie, ces entreprises, même si elles viennent s'installer dans une zone franche qui est aménagée en conséquence, après, lorsque vous voulez transporter vos produits vers une destination et que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas les infrastructures nécessaires, ça devient difficile. Puis enfin, je pense qu'un autre phénomène aussi qui explique cela, c'est que nos États ne sont pas suffisamment stratèges pour faire les arbitrages qu'il faut pour établir quelles sont les priorités, quels sont les domaines qui doivent être attractifs pour assurer la compétitivité de ces entreprises sur le marché international. Et je dois également dire que les coûts des facteurs de production restent assez élevés en Afrique par rapport aux autres régions dont vous parlez, notamment le coût de l'énergie. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le gouvernement sud-africain s'est expliqué ce lundi sur le départ du président soudanais Omar el-Béchir du dernier sommet de l'Union africaine, alors que la Cour pénale internationale demandait son arrestation. Le pouvoir sud-africain dément avoir organisé son exfiltration. Et au Tchad, les autorités ont annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité dans le pays après le double attentat de lundi dernier qui a fait une trentaine de morts. Des mesures qui vont de l'interdiction du port de la burqa, le voile intégral, au renouvellement des pièces d'identité qui ne font pas l'unanimité. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.